Bien le bonjour, au micro Khalifa Diakhaté, j'ai le plaisir d'être dans l'air du temps ce matin, Alassane Samba Diop étant sur notre front aujourd'hui, mais vous le retrouvez Inch'Allah dès dimanche prochain dans ce rendez-vous qui analyse les actualités phares de la semaine. Ce dimanche, nous passons au crible deux sujets qui posent respectivement deux débats. Le premier porte sur la dissolution de l'Assemblée nationale ou la prolongation du mandat des députés jusqu'en 2024 et coupler la présidentielle et les législatives. Le débat passionne et chaque camp, bien évidemment, motive sa position. Le second sujet porte sur l'icône Cheikh Anta Diop, la méconnaissance des multiples facettes de l'homme qui suscite l'ire de bien des Sénégalais, notamment nos compatriotes regroupés au sein du mouvement Carbone 14. Je suis Cheikh Anta Diop. Pour en parler dans ce studio avec moi, Saliou Diop, chargé de communication du mouvement, et Babacar Fall, secrétaire général du groupe de recherche et d'appui conseil pour la démocratie participative et la bonne gouvernance. Vous aurez compris que Babacar Fall nous parlera davantage du premier sujet. Nous sommes le 24 mars 2019. Mesdames, Messieurs, bonjour. Messieurs, bonjour. Bonjour Khalifa. Alors Ababacar, d'abord avec vous, le débat est soulevé autour de la dissolution de l'Assemblée nationale ou la prolongation du mandat des députés. Quelle appréciation vous en faites? Merci, je vous remercie Khalifa et j'en profite pour saluer mon jeune frère Saliou et l'ensemble des auditeurs de Immédiat qui nous écoutent. Alors tout de go, je dirais que ce débat, à mon avis, me paraît inopportun et vraiment non pertinent. Parce que le Sénégal vient de sortir d'élections présidentielles le 24 février dernier et le président vient à peine d'être élu, qui n'a pas encore prêté serment. Je pense qu'il va le faire dans les jours à venir. Et on assiste, disons donc, à des débats sur le couplage, soit des élections législatives et de la présidentielle, ou des législatives et des élections locales. Il me semble qu'aujourd'hui, nous avons d'autres défis à relever, justement en rapport avec aujourd'hui ces élections qui viennent de se tenir, où je pense que la lecture des résultats des élections présidentielles doit nous pousser quand même à réfléchir sur un certain nombre, disons donc, de faits. Notamment la fracture que les élections, disons donc l'élection présidentielle a révélée au regard, pour moi, donc des beaucoup de problèmes aujourd'hui auxquels notre pays donc est confronté. Je pense que il nous faudrait, à mon avis, aujourd'hui réfléchir sur un certain nombre donc de consensus capables, disons, de faire en sorte que ces fractures que l'élection a révélées au plan politique, au plan social, etc., vraiment soient aujourd'hui donc résorbées. Oui. Alors, donc, je pense que le débat est quand même aujourd'hui assez tôt. Oui. 2024 est encore donc très 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 lointain. Donc, à mon avis, je pense que donc il n'est pas opportun aujourd'hui donc de poser cette question, parce que vous savez, le couplage des élections est un acquis, le découplage, disons, est un acquis donc démocratique qui a été obtenu lors du code consensuel donc de 92. Et je pense que donc aujourd'hui vouloir, disons, recoupler l'élection présidentielle et les élections donc législatives, à mon avis, relève pour moi donc vraiment d'une remise en cause encore. Vraiment du processus qui nous a amené donc en 92 à avoir un code électoral consensuel. Alors, et tout ça, je pense que c'est fait sur la base de calculs politiques ou politiciens. Parce que admettre aujourd'hui qu'il faille coupler ces élections, auquel cas il faudra reporter l'élection qui devait se tenir en 2022, en 2024, cela veut dire qu'il faudra proroger le mandat des députés pratiquement donc de 2 ans. Oui. Ça, c'est un problème. Et à mon avis, je pense que c'est antidémocratique. Pour le moment, le président n'a pas de problème par rapport, disons, à sa majorité au niveau donc de l'Assemblée nationale. Et admettre aujourd'hui donc qu'il faille reporter en 2024, pour moi, relève, disons donc, de calculs politiques, politiciens, parce qu'on se dit, voilà, le président a un mandat qui finit en 2024. Donc si en 2022, on va à des élections législatives,
le président pourrait perdre sa majorité. Et que donc pour les 2 ans qui lui resteraient entre 2022 et 2024, le président va avoir des difficultés quand même pour terminer son mandat. Le calcul, c'est simplement cela. Oui. Et je pense que cela peut contribuer, à mon avis, à même, créer un doute au niveau de la majorité présidentielle. Je pense que donc, sous ce rapport, je pense que c'est une position, à mon avis, qui ne me vraiment m'enchante pas du tout. Alors l'autre position souhaite la dissolution de l'Assemblée nationale. Vous mettez tout cela dans le même sac aussi? Oui, parce que de toute façon, ça n'a pas de sens. Parce que vous voyez, en ce moment, le président n'a pas de problème au niveau de l'Assemblée. Sur 165 députés, le président a à peu près, il a une majorité de 150 députés. Mais il peut gouverner tranquillement, il n'a pas de problème. Même si aujourd'hui, la Constitution, permet au président de dissoudre l'Assemblée nationale, 2 ans après. Oui. Aujourd'hui, moi, je ne vois pas vraiment l'intérêt. Et c'est un risque. Nous sortons d'élections où, quand même, malgré que le président, quand même, a été élu avec une majorité confortable de 58% environ, mais vous avez aujourd'hui, donc, 42% de Sénégalais aujourd'hui qui ont voté pour l'opposition. Et donc, il y a qu'une situation d'urgence dissoudre l'Assemblée. Il n'y a pas de situation d'urgence. Et je me dis que ça pourrait même créer un risque, à mon avis, pour le président de la République. Oui. D'aller vers des élections anticipées. Ça pourrait, parce qu'aujourd'hui, admettons, si vous analysez les résultats des élections, dans beaucoup de départements, si vous agrégez les résultats de l'opposition, la coalition Benno Bokk Yakaar n'est pas majoritaire. Donc, à mon avis, il y a un risque aujourd'hui à dissoudre l'Assemblée, à aller vers des élections. Ensuite, le fait maintenant de laisser l'Assemblée telle qu'elle, et maintenant de proroger le mandat des députés jusqu'en 2024, pour moi, relève un peu d'une manœuvre politique à peu près qui met encore en cause vraiment le consensus de 1992. Et sous ce rapport, je ne vois vraiment pas la pertinence d'une telle proposition. Donc un débat qui n'est ni pertinent, ni prioritaire. Franchement, en tout cas, moi, c'est ma position. Parce que vous savez, le risque encore, c'est que si vous prorogez le mandat des députés, il va falloir donc réviser la Constitution, revoir le code électoral, etc. et tout ça. Alors, vous allez aux élections donc de 2024. Lorsque vous couplez, il y a un risque pour le président. Parce que vous savez, ces 2 élections, c'est vrai, certes nationales, mais qui ont des enjeux, disons, différents. Et vous savez, la constitution des listes aux élections législatives est un facteur d'implosion au niveau des partis politiques. Alors, imaginez que vous, coupliez ces 2 élections. Ceux qui ne seraient pas investis, ou en tout cas bien investis, sur les listes au niveau des législatives, pourraient être tentés de sanctionner le président de la République. Et ça, je pense que donc c'est un risque, à mon avis, que si j'étais le président Macky Sall, que je ne prendrais pas. Très bien. Alors, Saliou Diop, en tant que citoyen, vous avez votre point de vue là-dessus. Débat pour Babacar Fall, ni pertinent, ni prioritaire. Qu'en pensez-vous? Oui, moi je pense que déjà à la base, peut-être beaucoup de citoyens ne se sentent pas forcément concernés par les élections, par tout ce qui est en tout cas présidentiel, mais tout ce qui est législatif, ils se sentent concernés. Moi je pense qu'il faut respecter avant toute chose la légitimité et surtout la souveraineté, le choix de ces citoyens-là. Oui. Alors, les députés ont été élus pour un mandat bien défini, bien déterminé. Moi, je pense que voilà, il n'y a pas rien d'urgent. Il n'y a pas d'urgence. Il faut laisser quand même les choses prendre leur cours. Alors, 2 positions opposées avec un dénominateur commun tout de même. Le couplage en 2024. Cela voudrait-il dire à Babacar peut-être qu'il y aurait un coup à prendre avec ce schéma? Expliquer le schéma du couplage qui est le seul dénominateur commun de ces 2 positions opposées de dissolution ou de prorogation du mandat. Est-ce que cela veut-il dire qu'il y aurait quelque chose à prendre là-dedans? Franchement, moi je ne vois pas. Comme Saliou l'a dit, je pense que nous avons aujourd'hui un calendrier républicain. Il y a des députés qui ont été élus en 2017. Et je pense que le mandat de ces députés se termine en 2022. Oui. Je pense qu'il faut respecter la légitimité donc de ces députés. Il faut respecter donc le choix que les populations ont fait, d'élire ces députés, ces représentants du peuple à l'Assemblée nationale. Moi, je ne suis pas vraiment pour... parce que ça crée en fait une sorte de désordre. Parce que si vous analysez, on a eu un couplage des élections... parce que l'avantage au sortir du Sénégal, qu'est-ce que c'est en fait? Moi, je ne vois vraiment pas aujourd'hui l'avantage à coupler
ou à reporter. C'est juste donc des calculs, des manœuvres politiques, à mon avis, qui vont distendre davantage les relations au sein de la classe politique. Vous savez, aujourd'hui, il y a de fortes divergences dans la conduite du processus électoral. Il y a des questions importantes sur lesquelles aujourd'hui l'opposition et le pouvoir donc ne s'entendent pas. Je pense, à mon avis, qu'il faudrait aujourd'hui essayer de recenser tout ce qui est de nature aujourd'hui, disons, à nous amener vers des élections transparentes, vers un système électoral, disons, qui réponde aux normes donc démocratiques, disons, les plus relevées. Il faudrait qu'à mon avis, autour de ces questions-là, l'opposition et le pouvoir puissent aujourd'hui dialoguer et trouver un consensus qui renforce notre démocratie. Je pense que maintenant, ces manœuvres autour du couplage, découplage, dissolution, prolongation, pour moi, sont de nature à distendre davantage les relations. Franchement, moi, je n'y vois pour les Sénégalais, aucun intérêt, en tout cas. parce que d'autant plus qu'aujourd'hui, le Sénégal n'est pas dans une crise politique. Un président a été élu, le président va prêter serment, il va gouverner, l'opposition va continuer à s'opposer, le président, je pense que donc il va continuer à dérouler son programme autour donc du PSE. Aujourd'hui, je pense qu'il faut davantage aujourd'hui faire un appel en direction des Sénégalais, de quelque bord qu'ils puissent se trouver pour que les gens se remettent au travail. Justement. Moi, je pense que c'est aujourd'hui ça, l'essentiel, c'est l'axe fondamental, au lieu aujourd'hui, en tout cas, de nous divertir dans un débat vraiment, non seulement qui est politicien, mais qui va nous-mêmes poser des problèmes au plan technique. Là, justement, Babacar, pratiquement au Sénégal, à chaque fois que l'on sort d'une échéance électorale, on engage le débat sur la prochaine échéance électorale, quelle qu'elle soit. Alors, nos politiques ont-ils finalement le sens des responsabilités pour lesquelles ils briguent justement le suffrage des Sénégalais? Mais vous avez parfaitement raison. Je pense que effectivement le problème doit être posé sous ce rapport aujourd'hui. Quelle doit être la responsabilité aujourd'hui, en tout cas des, disons des politiques, hein? Parce que les politiques, à mon avis, ne doivent pas prendre en otage les populations. Parce que tout ça, je crois qu'on oublie la place du citoyen dans tout ce débat. On ne peut pas aujourd'hui, au sortir d'élections, immédiatement lancer un débat autour de questions, à mon avis, qui ne sont pas encore, disons, arrivées à terme. Bon, il y a eu, si vous vous souvenez, quelques jours, un débat autour du 3e mandat. C'est là où ça a commencé. Alors que le président n'a même pas encore prêté serment. Oui, bon, il fera un 3e, il ne fera pas. Bon, voilà. Chacun est allé vraiment donc de ses analyses, de ses supputations. Ce débat terminé, alors on lance un débat sur le couplage des législatives et des locales, qui, à mon avis, va poser beaucoup de problèmes en termes de désordre au point de vue organisationnel. Alors, immédiatement, ce débat s'estompe. Aujourd'hui, on lance donc un autre débat. Je pense qu'il faudrait que les politiques cessent de prendre en otage les populations. Comme je l'ai dit, nous avons aujourd'hui des défis à relever au regard, je dis, de la fracture sociale que nous avons constatée au sortir des élections donc de 2024. Il y a eu tout un débat, en tout cas, bon, un constat sur ce que les gens ont appelé le vote confrérique ou le vote ethnique, le vote régionaliste. Ce qui est du reste très dangereux. Voilà, qui est très dangereux. Moi, j'ai dit sur un autre plateau qu'à la limite, il faudrait aujourd'hui qu'on puisse peut-être plutôt parler de termes de vote affectif. Déjà, pour moi, je pense que les élections donc ont révélé une fracture au plan politique, au plan social, etc. Je pense qu'il faudrait aujourd'hui travailler autour de consensus forts qui, disons, nous permettent en tout cas, disons, de résorber, en tout cas de régler ces fractures. Pour moi, je pense que c'est le seul débat qui vaille d'être mené. Aujourd'hui, il faut aujourd'hui, en tout cas, faire en sorte que le citoyen soit au centre des préoccupations vraiment donc du pays. Et sous ce rapport, vraiment, je ne vois vraiment pas la pertinence aujourd'hui d'un tel débat. Il y a un calendrier électoral. Laissons aujourd'hui les différents acteurs, que ce soit le pouvoir politique qui est, disons, en place, l'opposition, chacun faire le travail. Justement, vous parlez de désordre, vous craignez un désordre, mais là, de part et d'autre, on nous parle de réajustement, un simple réajustement du calendrier électoral. Je ne pense pas. Vous savez, quel est le problème? Parce que de toute façon, le Sénégal, depuis 1992, a fonctionné comme ça. On a eu des élections régulières. Même s'il faut se plaindre un peu du fait qu'on a beaucoup d'élections, je pense qu'il y a d'autres mécanismes ou d'autres mesures, à mon avis, qui sont plus pertinents, si tant est que on veut peut-être économiser les deniers publics. Parce que certains disent que oui, il faut réajuster, ça nous permet de faire des économies. Je pense qu'il y a d'autres mesures, telles que la question, par exemple, du bulletin unique. Par exemple. Si on le fait. Je pense que, du point de vue du coût, je pense que vraiment, on gagnerait énormément
donc en termes donc d'économie. Et voilà. Mais je pense qu'aujourd'hui, cette question de la récurrence des élections, bon, ça vous le voyez dans tous les pays, que ce soit en Afrique, en Europe. Bon, il y a un calendrier républicain, il y a la présidentielle, il y a les législatives, il y a les locales, il y a les sénatoriales. Mais est-ce que cela, disons, bloque le pays? Je ne pense pas. Parce que malgré aujourd'hui, disons, ce nombre d'élections, peut-être qu'on peut juger important, bon, le Sénégal, quand même, arrive, à mon avis, à dérouler ses projets, ses programmes dans le cadre du PSE. Aujourd'hui, le taux de croissance, parce qu'on n'a jamais eu un taux de croissance aussi élevé que par le passé. Voyez, alors si le pays était bloqué, si ces élections empêchaient vraiment donc les Sénégalais de travailler, je pense qu'on n'aurait pas, sur certains quand même aspects au plan économique, quand même fait des réalisations ou des avancées. Donc, à mon avis, je pense que cela ne constitue pas un blocage. Oui. Il faut, à mon avis, laisser le pouvoir continuer à gouverner, l'opposition continue à s'opposer, qu'elle continue à s'opposer vraiment dans le cadre, disons, donc des lois en vigueur, etc. Et puis voilà, il n'y a pas de problème. Mais justement, vous l'avez souligné, cette dénonciation de vote ethniciste ou régionaliste, est-ce une forme de surenchère que l'on devrait craindre au Sénégal dans le débat politique aujourd'hui? Je le pense, parce qu'au regard, pour moi, de la fragilité des équilibres, de nos équilibres sociaux, culturels, etc. Je pense que c'est un débat aujourd'hui, en tout cas, qu'il faut essayer donc de tuer dans l'œuf. Le Sénégal n'a jamais connu quand même ces problèmes. Ne jouons pas avec le feu. À la limite, il faut pas jouer avec le feu. Moi, j'ai dit qu'il faut plutôt parler de vote affectif. Par exemple, lorsque vous prenez le cas du Nord, par exemple, où massivement les populations ont voté pour le candidat Macky Sall. Oui. Mais si c'était un vote, disons, ethnique dans vraiment le sens, disons, pur du terme, Ousmane Sonko n'aurait pas eu quand même, des milliers de voix, parce que si vous faites la sommation des résultats que Ousmane Sonko a eu dans le Podor, dans le Matam, c'est des milliers de voix. Il en est de même d'Idrissa Seck. Quand vous allez à Touba également, on parle de votre confrérique, mais le candidat Macky Sall a eu quand même plus de 100 000 voix là-bas. Peut-être qu'il a été devancé par son adversaire, celui qui est arrivé deuxième, à savoir Idrissa Seck de 40 000 voix. Est-ce que sur cette base-là, on peut vraiment faire des analyses et dire que c'est un vote confrérique ou un vote ethnique? Je ne le pense pas. C'est le pouvoir à tout prix? On utilise tous les moyens. Voilà, c'est ça. Moi, je pense que, on essaie aujourd'hui, en tout cas, de jouer, pour moi, avec des concepts qui peuvent continuer à fragiliser l'unité nationale. Et au regard, pour moi, de la situation dans la sous-région, aujourd'hui, on a des problèmes, par exemple, au Mali. Avant-hier, on disait qu'il y a eu dans un village du Mali où une centaine, donc, de citoyens, Peul ont été massacrés, etc. Vous voyez, aujourd'hui, par exemple, quand vous voyez la communauté Peul, c'est une communauté qui est disséminée à travers l'Afrique de l'Ouest. Vous les retrouvez jusqu'au Nigeria, vous les retrouvez même jusqu'en Éthiopie, etc. Vous voyez, par exemple, ça c'est autant de questions de danger qui pourraient, à mon avis, si on n'y met pas un terme, peut-être, mettre quand même en péril vraiment la situation, disons donc, de nos pays. Donc, vraiment, nos pays sont encore fragiles. Et sous ce rapport, je pense que sur ces questions-là, il faudrait qu'on sache raison garder. Il faudrait qu'on considère les choses à sa juste valeur. Nous sommes allés à des élections. Il y a eu des citoyens qui ont voté pour tel ou tel candidat. Je pense que le problème s'arrête là. Maintenant, la question affective a toujours, disons, été au centre de nos élections. Oui. Tel candidat qui est peut-être issu du Sud, ses parents ont tendance un peu à dire que oui, c'est notre fils, etc. Mais je pense que vraiment ça s'arrête là. Ça a dû sans doute inspirer l'armée pour le thème de cette édition du défilé. Absolument. Donc l'armée qui se positionne en source d'inspiration pour la citoyenneté, l'unité nationale. Tout à fait. Et je pense que tout à l'heure, quand je parlais des fractures sociales, etc., politiques, l'élection présidentielle a révélé, justement, je parlais donc de ces questions-là. Je pense qu'aujourd'hui, nous devons travailler, en tout cas, à renforcer, à fortifier l'unité nationale. Oui. Quelles que soient maintenant les divergences politiques qu'on peut avoir, etc. Ça, vraiment, c'est naturel.
si on était tous ensemble, si on avait tous la même façon de penser, on serait tous dans un même parti politique. Ce qui nous unit est plus fort. Voilà, ce qui nous unit est plus fort. L'élection, c'est un moment donc de compétition. Lorsque l'élection est passée, je pense qu'aujourd'hui, nous devons tirer les leçons de l'élection et nous devons mettre donc le cap donc sur l'avenir au regard des nombreuses difficultés. Il y a la question de l'éducation, de manière générale, il y a la question du chômage des jeunes, il y a aujourd'hui donc les richesses que nous avons découvertes, le pétrole et le gaz, quelle va être la posture du Sénégal vis-à-vis, par exemple, aujourd'hui des lobbies ou bien des groupes peut-être bons qui sont prêts à déstabiliser les pays, etc. Bon, pour assouvir poser les vraies questions, les bonnes questions. Moi, je pense que vraiment, ce sont ces questions-là sur lesquelles nous devons donc nous centrer. Au lieu aujourd'hui, en tout cas, de nous lancer dans un débat politique, à mon avis, qui continue, en tout cas, ou qui contribue à distendre les relations. Je dis qu'il y a un lourd contentieux, par exemple, sur la conduite du processus électoral. Les gens ne sont pas d'accord sur le parrainage. Il y a le parrainage, il y a le fichier. Alors, si à toutes ces questions-là, qui n'ont pas encore trouvé donc de consensus et pour lesquels nous pensons que le président et le président qui a été réélu, il a appelé vraiment à un dialogue. Peut-être que ces questions-là seront posées sur la table et peut-être trouveront un début de solution. Il en a fait la proposition de revoir les contours du parrainage également. Comment? Il en a fait la proposition de revoir les contours du parrainage. Voilà, c'est ça. Moi, je pense que ça, il faudrait aller dans ce sens. Il y a le parrainage et il y a la question, par exemple, du mode de scrutin. Il y a le bulletin unique. Aujourd'hui, est-ce qu'il ne faut pas réfléchir sur le mode, par exemple, de scrutin au niveau donc de l'Assemblée nationale? Non. Bon, c'est un problème. Aujourd'hui, il y a la question, par exemple, même du mode d'élection des maires. Il y a un débat qui est posé. Est-ce qu'il faut aujourd'hui continuer ce même système, disons, à élire un maire au suffrage universel indirect? Ou est-ce qu'il faut élire le maire directement au suffrage direct pour que les populations, en allant voter, sachent qu'ils doivent élire Khalifa Diakhaté comme maire ou Saliou comme maire, etc. Mis au risque maintenant d'élire une liste. Bon, finalement, ils ne savent pas qui va être maire. Vous savez, l'élection du maire, par exemple, pose beaucoup de problèmes en termes de combine, en termes, d'achat de conscience, d'arrangement que les gens font. Vous voyez, j'ai eu, par exemple, l'exemple de communautés où des personnes, par exemple, ont conduit des listes, ont gagné, disons, dans leur localité. Et finalement, au moment de l'élection du maire, ils ont été simplement mis de côté parce que, les conseils ont été achetés ou ont été... Bon, voyez-vous. Donc, je pense que ça, par exemple, c'est un débat sur lequel on peut discuter. On peut voir aujourd'hui pour le renforcement donc de notre démocratie, aujourd'hui pour faire en sorte que la démocratie participative vraiment soit une réalité, comment faire en sorte que le maire soit élu au suffrage universel direct et que les populations aujourd'hui, en tout cas, puissent, disons, participer un peu, disons, au développement donc de leur terroir, etc. Bon, ça, je pense que ce sont des débats aujourd'hui qui sont les vraies questions. Mais proroger l'élection, etc. Tout ça, c'est des calculs politiques. On a vu en 2001 et en 2007 le président Wade qui, sur la base de calcul, en 2000 il venait d'arriver, il a dissous l'Assemblée parce qu'il lui fallait une majorité pour pouvoir gouverner tranquillement. En 2007 également, il a dû proroger le mandat des députés et repousser l'élection, prétextant les inondations. Donc moi je pense que nous devons sortir de ce schéma de calcul politicien. Il faut laisser le calendrier républicain, le calendrier électoral. Encore qu'à l'époque, l'idée était facile à vendre, compte tenu de la catastrophe que nous avons vécue. Voilà, c'est vrai. Mais tout ça, moi, je pense que c'était des manœuvres politiques, il faut le dire aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il faut respecter le choix des populations. Nous avons un calendrier républicain, nous avons une administration rompue à la tâche qui sait organiser des élections. Et qui est une référence. Donc, sous ce rapport, je pense que on n'a qu'à laisser les choses se dérouler, donc vraiment comme c'est prévu, parce que cela pose des problèmes, disons, en termes d'organisation matérielle, etc., qui sont quand même assez difficiles. Et je pense que, ce sont, à mon avis, en tout cas, ça c'est une position. Absolument. Des questions dont, en tout cas, moi, personnellement, je ne vois pas la pertinence. Parce que cela n'empêche pas le pays de travailler. À votre avis, est-ce que nos politiques prennent vraiment la mesure des responsabilités qu'ils ont face aux attentes des Sénégalais, compte tenu de la récurrence des calculs politiques, comme le souligne Babacar Fall? Non, je vais répondre par la négative. Non, c'est pas le constat qu'on a fait. Déjà, à la base, je pense qu'il faut
dans l'espace public, il faut produire. Quel que soit Alpha, il faut qu'il y ait quelque chose dans l'espace public. Le problème aujourd'hui, c'est que on laisse trop le débat avec les politiques, pour ne pas dire politiciens. Il faut que les experts comme Babacar, que les intellectuels, quand même puissent dire leurs mots, dire leur avis par rapport à ces questions-là. Je disais tout à l'heure que les priorités sont ailleurs, et je pense que c'est ça. Alors, il faut à chaque fois aussi poser le débat sur une question quelconque, mais il faut pas aussi laisser le débat aux politiques. Donc les experts doivent se prononcer, ils doivent dire leurs mots, et voilà, ça doit un peu encourager l'échange, le dialogue. Très bien. Alors Babacar Fall, compte tenu des positions assez radicales parfois de candidats malheureux à la dernière présidentielle, malgré l'appel au dialogue, vous l'avez souligné, du président réélu, quelles sont les chances d'arriver à un consensus autour de ce débat, dissolution ou prolongation de mandat? Est-ce qu'il y a des chances que l'on arrive à un consensus? En tout cas, sur cette question précisément, je ne pense pas qu'on puisse arriver à des consensus au niveau de la classe politique. Qu'est-ce qu'il indique, à votre avis? Pour moi, ça veut dire que quand vous prenez la question, par exemple, du couplage de l'élection présidentielle, des élections législatives, moi, c'est une question qui avait été réglée en 92 avec le code consensuel qui avait été, disons, donc, les concertations sur le code consensuel qui avait été dirigé par Feu Kéba Mbaye. Oui. Donc, pour moi, l'opposition considère déjà que ce code consensuel de 92 déjà est mis à rude épreuve parce que depuis lors, je pense qu'il y a eu beaucoup de modifications unilatérales qui sont intervenues. Donc vouloir en tout cas aujourd'hui revenir sur la question pour moi donc du couplage peut être considéré par cette partie donc de l'opposition comme un recul démocratique, une remise en cause vraiment du consensus de 92. Et sur ce rapport, en tout cas, je pense que le débat ou le dialogue sur cette question-là n'a pas de chance donc de prospérer. Par contre, aujourd'hui, les questions liées, à mon avis, au processus électoral ou à la définition des règles du jeu concernant l'organisation des élections de manière générale, que ce soit le parrainage, que ce soit la question du mode de scrutin, que ce soit le bulletin unique, aujourd'hui, le pouvoir des organes de contrôle et de régulation. À mon avis, sur ces questions-là, je ne sais pas, quel contenu le président va mettre, en tout cas, dans le dialogue, en tout cas, dans ses aspects politiques. Sur ces questions-là, à mon avis, je pense qu'il est possible peut-être d'arriver à des consensus. Mais sur la question du couplage, découplage, etc., je pense que, au-delà des problèmes techniques que cela pose, je pense que, il y a en tout cas, des chances très minces pour que, disons, la classe politique s'accorde sur cette question. Très bien. Salut, vous êtes de cet avis? Non, il parlait de Kéba Mbaye. Déjà, moi, je pense qu'à la base, Kéba Mbaye disait en 2005 que l'éthique doit être considérée comme la mesure de toute chose parce qu'accompagnant le travail, elle est la condition sine qua non de la paix sociale et de l'harmonie nationale. Alors, gardons à l'œil ces deux aspects-là, la paix sociale et l'harmonie nationale dans tout ce qu'on fait. Très bien. Alors, je pense que si ils sont pris comme priorité, voilà, je pense qu'il y a lieu de faire quelque chose. Vous écoutez L'Air du Temps sur iRadio, micro Khalifa Diakhaté avec Ababacar Fall du RADEC, groupe de recherche et d'appui Conseil pour la démocratie participative et la bonne gouvernance. Salou Diop, chargé de communication du mouvement Carbone 14. Je suis Cheikh Anta Diop. Nous abordons justement à 10h34 à présent notre second sujet qui porte sur Cheikh Anta Diop, célèbre mais très peu connu aux yeux du mouvement Carbone 14. Salut Diop. Question peut-être quelque peu provocatrice. Est-ce que votre colère, si le mot est approprié bien entendu, n'est pas un peu exagérée? Oui, je pense que le mot est approprié. Colère, carrément. Il n'y a pas d'autre terme pour définir ça. Non, c'est pas exagéré. Je pense que c'est quand même assez raisonnable. Si on compare un peu cette colère-là et l'homme Cheikh Anta Diop, la dimension de l'homme Cheikh Anta Diop. Alors, Cheikh Anta Diop, ailleurs, aux États-Unis, en Europe, il est célébré. Au Sénégal, il est méconnu. Il est célébré aussi au Sénégal? Non, je n'utiliserai pas le mot célébré. Non, je vois pas comment est-ce qu'il est célébré. L'université Cheikh Anta Diop porte son nom. La commémoration chaque 7 février de l'année. C'est assez passé. C'est assez. Oui, c'est pas suffisant. Non, loin d'être suffisant. L'université Cheikh Anta Diop porte son nom, mais vous allez à l'université Cheikh Anta Diop, vous verrez pas une effigie de Cheikh Anta Diop. Même à l'entrée de l'université Cheikh Anta Diop, vous allez voir autre chose. Vous n'allez pas voir Cheikh Anta Diop en tant que tel. Mais qu'est-ce que vous mettez donc du coup dans le terme méconnaissance de l'homme? Alors à la base, vous parlez du 7 février. Le 7 février passé,
on était les seuls à faire une activité au sein du campus social comme du campus pédagogique pour Cheikh Anta Diop. Alors un panel et une exposition pour promouvoir un peu les œuvres de Cheikh Anta Diop. Rien d'autre, l'administration et tout ça, l'État, rien. Alors, à la base, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que aussi, vous tendez le micro à quelqu'un qui est Cheikh Anta Diop, il va te dire peut-être carbone 14 et tout ça. C'est assez... C'est restrictif. On en a fait des micro-trottoirs à l'université et il y a des étudiants qui ne connaissaient pas grand-chose. Alors vous comprenez notre colère. Donc voilà, je pense que ça, il faut, et nous on s'est dit qu'il faut quand même aller au-delà de ça. Cheikh Anta Diop, vu sa dimension, il faut quand même que les étudiants s'approprient l'œuvre de Cheikh Anta Diop, la production intellectuelle de Cheikh Anta Diop. Alors le mouvement Carbone 14, je suis Cheikh Anta Diop, a été créé pour poser des actes allant dans ce sens-là. Très bien. Alors Ababacar Fall, Cheikh Anta Diop n'est pas suffisamment connu. À votre avis aussi? Oui, je pense que il n'est pas suffisamment connu. Parce que quand vous prenez les jeunes de la génération, disons donc, qui sont nés dans les années 75, 80, etc., et qui sont aujourd'hui donc au niveau de l'université, comme l'a dit Salou, beaucoup de jeunes ne connaissent pas Cheikh Anta Diop, ses œuvres, etc., la dimension de l'homme. Bon, nous peut-être, qui sommes peut-être d'une autre génération, nous l'avons vraiment connu parce que moi-même, j'ai milité au RND, donc je connais un peu Cheikh Anta Diop en politique, parce qu'il a milité donc au RND lorsque vraiment donc Senghor, en tout cas dans le cadre des 4 courants, etc., donc a interdit en tout cas de reconnaître son parti politique. Lorsqu'il y a eu, parce qu'au plan intellectuel, il était très opposé à Senghor et Senghor lui a fait la guerre. Je me souviens à l'époque du débat qu'il y a eu autour donc du journal Siggi, que le Cheikh Anta Diop en tout cas avait lancé. Est-ce que Siggi fallait mettre avec un Siggi se redresser? Voilà, des trucs comme ça. Il y a eu tout un débat. Alors Senghor avait même été prêt à interdire le journal parce que sur l'orthographe du nom Siggi, je crois qu'il n'y avait pas eu, donc il y a eu un désaccord avec Cheikh Anta. Et c'est comme ça que Cheikh Anta finalement a laissé le mot Siggi pour créer un journal qui s'appelait Taxaw. Bon, il y a eu, disons donc, voilà, tout à fait. Et alors, il y a eu donc, disons, toutes les difficultés qu'il a eu donc, disons, à faire reconnaître son parti, etc. Et ensuite, au plan intellectuel, il a été combattu. Je pense que jusqu'à un certain moment, Cheikh Anta, en tant que professeur d'université, avec le grade qu'il avait un salaire misérable. Je pense que de 65 000 francs à l'époque. Je pense que c'est avec l'arrivée du président Abdou Diouf que Cheikh Anta a été un peu réhabilité, que sa situation salariale a été, disons, donc améliorée. Ensuite, qu'on a eu des lieux publics qui portent son nom avec l'université, avec l'avenue Cheikh Anta Diop. Mais malgré ça, je pense que Cheikh Anta n'est pas suffisamment enseigné dans nos établissements, dans nos universités. Vous posez la question aujourd'hui à beaucoup de jeunes qui sont nés dans les années 80. Ils connaissent comme ça parce que pour eux, ils savent qu'il y a une avenue ou une université qui s'appelle Cheikh Anta Diop. Mais la dimension de Cheikh Anta Diop, disons, savant, grand intellectuel, panafricaniste, etc., disons, savant de renommée mondiale, etc., avec justement le laboratoire de carbone 14, avec ses thèses sur l'antériorité de la civilisation nègre, tout ça. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui ne le connaissent pas et c'est dommage. Tout à fait. Alors Saliou, ne serait-il pas du coup plus juste de parler de reconnaissance insuffisante ou alors pas à la hauteur de la dimension de l'homme plutôt que de méconnaissance de l'homme? Moi je pense qu'il y a une méconnaissance, ça il faut le dire. Il y a une réalité déjà, il faut le dire à la base. Alors je disais, parler tout à l'heure de la dimension de Cheikh Anta Diop et de tous ses travaux. Peut-être la plupart du temps, quand on parle de Cheikh Anta Diop, on veut l'opposer ipso facto à Senghor. Il y a eu une opposition, je suis d'accord, il y a eu quelque chose, un combat entre eux, mais c'était d'autres politiques. Alors, mis à part ça, dans la production intellectuelle du professeur Cheikh Anta Diop, il y a 2 aspects. Il y a une production qui concerne les sciences exactes, mais aussi les sciences humaines. Alors, moi, je pense qu'en termes de reconnaissance, il faut, à la base, aller puiser à travers les recherches de Cheikh, sur les recherches de Cheikh Anta Diop, sur ces 2 aspects-là, les sciences humaines comme les sciences exactes. Et intégrer ça, je pense, dans les différents curricula qui existent au Sénégal. Aujourd'hui, c'est l'un des points, qui figure un peu dans le combat du mouvement Carbone 14. Très bien. Nous l'aborderons davantage. Alors, est-ce que, du coup, Ababacar l'a un peu indexé, est-ce que l'envergure, la dimension scientifique de l'homme n'ont pas été noyées à dessein ou de fait par son engagement politique d'alors, justement, Ababacar?
Oui, moi je le pense, très sincèrement. Vous savez, Senghor était un politique et je pense qu'il a, à l'époque, vraiment eu quand même beaucoup de divergences. Il a mené des combats contre quand même les intellectuels qui ne pensaient pas donc comme lui. Et je pense qu'effectivement, ce combat, disons, qui a été mené contre Cheikh Anta Diop au plan politique, a quelque part contribué un peu peut-être noyer cette dimension vraiment donc de l'homme savant, scientifique, etc. Bon, lorsque vous allez dans des pays par exemple comme le Congo ou dans certains pays d'Afrique, vraiment l'homme Cheikh Anta Diop est connu. Oui. Mais comme il le dit aujourd'hui, quand vous visitez les curricula au niveau donc de notre différents ordres d'enseignement, je pense que pratiquement, en tout cas, je n'ai pas connaissance ou souvenance que peut-être Cheikh Anta Diop soit enseigné. Je peux me tromper. Ou en tout cas, peut-être que bon, si on en parle de manière, bon, peut-être très marginale. Oui. Par exemple, bon, lorsque par exemple vous regardez les livres d'histoire ou vous allez visiter les curricula, on parle par exemple de Faidherbe, etc. Les gens connaissent, Faidherbe, grand conquérant, etc. Bon, mais malheureusement, et ça je pense que c'est également disons un problème chez nous qu'il faille vraiment régler en travaillant à la réhabilitation de tous nos héros nationaux, de nos grands intellectuels quand même, qui ont une dimension nationale, panafricaine, etc., qui ont vraiment amené une contribution quand même significative donc à la civilisation mondiale. Je pense que sous ce rapport, il y a encore donc des choses à faire. Il me semble que c'est l'un des projets du président de la République, Macky Sall, de réhabiliter un peu tous les hommes qui ont marqué l'histoire politique, culturelle même du Sénégal. Je pense que ça, si le président en tout cas le décide, c'est une bonne chose et nous, en tant que société civile, vraiment, nous applaudissons. Parce que généralement, les gens nous font ce reproche que on ne parle que de politique, on passe notre temps peut-être à la limite même, les gens nous taxent d'être des politiques encagoulés, des gens qui sont contre le pouvoir. Mais à mon avis, je pense que quelles que soient les opinions ou peut-être qu'on peut avoir bon sur un président, etc. S'il fait de bonnes choses, je crois qu'il faut appeler. En tout cas, si l'intention du président est de réhabiliter vraiment nos héros, les gens qui vont contribuer à écrire les pages les plus belles donc de l'histoire du Sénégal ou de l'Afrique, je pense que vraiment nous devons... Vu que le projet arrive à terme. Absolument. Nous avons vraiment donc aujourd'hui, d'autant plus qu'aujourd'hui on a eu le musée des civilisations noires qui a été, disons, initié par le président Wade, qui a été achevé par le président Macky Sall. Je pense que justement au niveau de ce musée des civilisations noires, je pense qu'il doit y avoir aujourd'hui beaucoup, en tout cas, d'instruments ou en tout cas d'éléments disons, de référence par rapport, disons, à ces héros nationaux que le Sénégal donc a connus. Et voilà, où les gens peut-être pourront venir visiter le musée, voir, bon, ces héros nationaux, vraiment la contribution qu'ils ont, disons, apportée à la construction donc de notre pays, etc., à la vulgarisation de notre civilisation. Tout ça, je pense que sous ce rapport, vraiment, en tout cas, si le président décide de le faire, je pense que vraiment nous lui disons bravo et nous applaudissons. Et Cheikh Anta Diop doit faire partie justement donc de ces héros qu'il faut aujourd'hui réhabiliter. Oui, alors il faut dire qu'il y a eu un combat idéologique à la base et après politique. Alors idéologique, Senghor disait que l'émotion est nègre, la raison est hellène. Alors Cheikh Anta Diop dans Nation Nègre et Culture disait renoncer de manière partielle à sa culture pour adopter celle d'autrui et appeler cela une simplification des relations, c'est se condamner au suicide. Alors c'est très clair que... C'est une bataille intellectuelle. Déjà à la base, mais malheureusement... si c'était qu'une bataille intellectuelle, on pourrait comprendre. Mais malheureusement, c'est devenu après une bataille politique. Cheikh Anta, en 1960, le 9 janvier, il a soutenu son doctorat d'État à la Sorbonne. Et après, il dit, je compte définitivement rentrer en Afrique noire pour participer à la formation des futurs cadres. Et il est revenu. Malheureusement, on ne lui a pas donné la chance d'enseigner à l'université qui porte aujourd'hui son nom, jusqu'en 1981. Alors, heureusement qu'il a eu peut-être l'idée, l'ingéniosité d'écrire, de produire et de faire aussi des recherches et des expériences dans son laboratoire au carbone 14. Au cas échéant, on n'aurait rien eu de Cheikh Anta Diop. Alors, Cheikh Anta Diop est un peu responsable, entre guillemets, pour s'être engagé en politique. Mais vous, au niveau de votre mouvement, qui est-ce que vous pointez du doigt? Qui est vraiment responsable de cette situation? Alors, au niveau universitaire, je pense qu'on va commencer par l'université. Au niveau universitaire, il y a les étudiants. Ça, il faut le dire.
Alors, à la base, il n'y a pas d'explication pour moi qui puisse tenir la route. En tant qu'étudiant, on étudie. Alors, il faut aller s'approprier les œuvres de Cheikh Anta Diop. Elles sont là. La production intellectuelle, elle est là. Alors, il y a une faute qui incombe aux étudiants, mais aussi aux autorités universitaires. Je ne peux pas comprendre qu'on parle du 7 février, qui est l'anniversaire de la disparition du grand professeur, et qu'il n'y ait aucune activité au sein du campus social et au sein du campus pédagogique, à l'exception de l'activité organisée par le mouvement Carbone 14. Et même là, entre nous, voilà, on nous jette des bâtons dans les roues pour organiser même une activité pour Cheikh Anta Diop. Alors, après le 7 février, la dernière semaine, on y arrive, la dernière semaine du mois de mars, institutionnellement parlant, à l'université est dédiée au professeur Cheikh Anta Diop. Alors, aussi, le mouvement Carbone 14 organise des activités allant dans ce sens, et rien d'autre. Alors, au sein même de l'université, les autorités universitaires ne posent pas de pas, ne font rien allant dans le sens de célébrer Cheikh Anta Diop. Si ce n'est peut-être aller à Tchaïtou et tout ça. On est allé à Tchaïtou, plusieurs fois. Il faut pas, ça se limite pas à Tchaïtou, aller à Tchaïtou voir et tout ça. Il faut quand même poser des actes allant dans ce sens. Tchaïtou, le village d'origine de Cheikh Anta Diop. Alors aussi, mis à part les étudiants et les autorités universitaires, il faut aussi indexer les autorités étatiques. Vous en parlez tout de suite. On est en train de... Voilà, il y a une idée qui a été émise, mais ça s'arrête à une idée. Pour le moment, qu'on veut restaurer un peu, on veut donner plus de respect aux grands hommes et tout ça. Bon, on attend de voir. Pour le moment, il n'y a rien. Ça, il faut le dire. Il n'y a pas de programme carrément destiné à Cheikh Anta Diop pour que ses œuvres soient enseignées et pour qu'ils soient traités avec plus de respect. Pour le moment, il y en a. Alors, Ababacar Fall, Saliou semble dire que Cheikh Anta Diop dérange, même sous pied, sous terre. Parce que comment comprendre que l'on mette des bâtons dans les roues d'étudiants dans un mouvement qui célèbre, qui commémore la disparition ou en tout cas l'œuvre d'un homme? Oui, peut-être que Saliou peut avoir raison quelque part parce que bon, vous savez, Cheikh Anta a incarné quand même un certain nombre de valeurs, de vertus, la droiture, l'honnêteté, le sens de l'honneur, etc. Bon, il y a aujourd'hui en tout cas un parti politique, même s'il est aujourd'hui peut-être, disons, dans une zone de turbulence avec peut-être des personnes qui se, disons... comme la paternité de part ou d'autre. Voilà, se disputent la paternité ou l'héritage donc de Cheikh Anta. Peut-être qu'on ne voudrait pas, en tout cas, que peut-être cette dimension de l'homme politique Cheikh Anta, avec toutes les valeurs et les vertus qu'il a incarnées, peut-être puisse ressurgir et profiter à un parti. La flamme vraiment de beaucoup de jeunes aujourd'hui sénégalais qui ont envie, en tout cas aujourd'hui, vraiment d'avoir, disons, des références. C'est tout de même inquiétant, voilà, ce que vous êtes en train de dire. Non, mais c'est vrai, hein. Cheikh Anta a incarné vraiment un certain nombre de valeurs. Tout à l'heure, quand on parlait de la dimension scientifique, vous savez, aujourd'hui, on parle, par exemple, on dit que une langue, enfin, une matière, lorsque on vous l'enseigne dans la langue, dans votre langue matérielle, la langue donc que vous avez apprise, mais vous la comprenez mieux. Tout à fait. Cheikh Anta était un mathématicien et il avait commencé en tout cas à écrire les mathématiques en wolof. Vous voyez. Mais tout ça, je pense qu'au nom, effectivement, donc, de ce combat politique qu'on lui a mené, bon, tout ça, je pense que les recherches qu'il a faites, etc., ses travaux sur toutes ces questions ont été noyés. Imaginez-vous aujourd'hui que, par incompréhensible. exemple, voilà, c'est incompréhensible. Oui. Aujourd'hui, si cela avait prospéré, qu'on puisse aujourd'hui, dans nos écoles, par exemple, apprendre les mathématiques en wolof. Mais on aurait mieux compris les mathématiques. Et combien de scientifiques aujourd'hui que nos écoles ou nos universités ou nos lycées auraient produit. Oui. Vous voyez, donc, bon, je ne sais pas, en tout cas, bon, peut-être que ce combat, peut-être qu'il est quelque part peut-être inconscient, mais en tout cas, bon, comme le dit Saliou, on a l'impression qu'on ne veut pas, en tout cas, que ces valeurs incarnées peut-être par Cheikh Anta Diop puissent, disons, en tout cas, éclore et peut-être inspirer peut-être la jeunesse actuelle qui a aujourd'hui vraiment quand même besoin aujourd'hui de repères, qui a aujourd'hui besoin de références pour sa famille. Absolument, absolument. Alors Saliou, vous l'avez évoqué tantôt quelque part, mais très concrètement, que préconisez-vous pour pallier cette situation que vous déplorez très concrètement? Retourner à la source, déjà à la base, s'approprier un peu les œuvres de Cheikh Anta Diop, voir un peu ce qu'il a eu à faire tout à l'heure. Et Babacar en parle tout de suite, par rapport un peu à la
par exemple aux mathématiques, à la traduction surtout, à l'importance des langues locales, de nos langues surtout locales. Cheikh Anta Diop a travaillé sur ça. Dans la deuxième partie de Nation Nègre et Culture, dans les langues, la problématique des langues africaines, Cheikh Anta Diop a dédié presque 2 à 3 chapitres sur ça. Tous ces concepts mathématiques là, géométrie et tout ça, Cheikh Anta Diop a traduit ça. Alors, je pense qu'il faut s'approprier ça à la base, en ce qui concerne la codification des langues. Après, la terminologie, Cheikh Anta Diop aussi a travaillé sur ça, mais aussi la littérature, la production. Je pense aujourd'hui qu'il y a un professeur qui travaille aussi sur ce sens-là, le professeur Sahir Thiam, qui est en train de faire des choses comme des manuels en Wolof et tout ça. Boubacar Boris Diop aussi écrit en Wolof. Alors, on a déjà la base. Il faut prendre cette base-là et travailler. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ce qu'on préconise aussi, c'est que les gens, surtout les étudiants et les citoyens, mettent la main à la pâte. Alors ça, c'est le combat de tout le monde. Quand on parle de Cheikh Anta Diop, c'est le Sénégal, c'est l'Afrique. Il faut en arriver à un niveau de conscience, de conscientisation qui permette aux jeunes quand même de sortir, de mener le combat pour Cheikh Anta Diop. Et je pense que c'est ce qu'on préconise. Alors, comment est-ce qu'on le fait? C'est à travers des visites de proximité. On sillonne le campus social, on a déjà sillonné. On sillonne le campus pédagogique. Et la plupart des professeurs, je parle même pas des étudiants, des professeurs, à chaque fois qu'on vient parler de Cheikh Anta, ils nous disent « Ah, merci beaucoup. Il fallait que, comme disait le docteur Khalid Mohamed, somebody has to be strong. Alors, vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient porter le combat et qui nous disent « Ok, chapeau à vous. Mis à part ça aussi, on organise des panels. Et c'est à travers ces panels-là où on a des professeurs comme le professeur Bouba Diop, comme le professeur Aboubakar Moussalam, qui sont des égyptologues et tout ça, des contemporains de Cheikh Anta, qui viennent partager un peu ce qu'ils ont appris de Cheikh Anta et un peu aussi ce qui a été fait depuis la disparition de Cheikh Anta. Alors toutes ces activités appellent forcément des moyens. Est-ce que vous avez des appuis, des soutiens? Bon. À part les encouragements, j'entends. Oui, bon, les encouragements, on se dit, ça va, mais voilà. C'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà pas mal. Mais il faut dire qu'il y a aussi IFAN, qui nous soutiennent un peu moralement, mais aussi en termes de matériel. Par exemple, en faisant une exposition, on va à IFAN et ils nous permettent de voir les archives et les travaux de Cheikh Anta pour les exposer, pour que les gens puissent quand même être dans le bain. Ça, c'est une chose. Mais aussi, il y a la fondation UCAD. Ça, il faut le dire, avec Mariétou Diongo, qui nous appuie. Mis à part ça, c'est nous, membres du mouvement, qui essayons de mettre la main à la poche pour financer nos propres activités. Le gouvernement, l'État n'a pas réagi, vous l'avez sollicité? Oui, non, ils n'ont pas. Vous n'avez pas sollicité les autorités? Non, on n'a pas. Dans le sens de votre combat? Les autorités universitaires, oui, mais à part ces deux entités-là, personne n'a répondu. Les autorités étatiques, non. Mais ils savent qu'on est en train de mener le combat. Moi, je pense que, oui, quand la fête se passe chez vous, n'attendez pas d'être invité. Moi, je pense qu'ils savent. Tout à fait. Alors, Saliou, vous envisagez justement une marche, une marche de protestation, mais en tout cas pour faire coucou, une marche dans le sens de votre lutte, de votre combat. Pourquoi cette option? Pourquoi une manifestation? Pourquoi battre le pavé? Alors, il y a eu pas mal d'activités qu'on a organisées. C'est le 28 mars, je le souligne, et vous nous donnerez l'itinéraire tout à l'heure. D'accord. Alors, comme des panels et tout ça, des conférences et tout ça, et on essaie de faire passer le message. Le message passe, mais à notre niveau, il y a beaucoup de choses à faire. Alors, ce qu'on dit, c'est que à chaque fois qu'on parle de marche à l'université, c'est violence et tout ça, nous, on dit non. Alors, on va faire une marche. On marche pour les valeurs de l'université, les valeurs originales de l'université. Oui. Pour Cheikh Anta Diop, l'homme multidimensionnel. Alors, ça s'intitule, ça s'appelle « Je marche pour Cheikh Anta Diop ». Alors, 5000 jeunes marchent pour Cheikh Anta Diop. Alors, ça sera le jeudi 28 mars, donc le jeudi prochain. Alors, au sein même du campus social, donc entre le campus social et le campus pédagogique. Alors là, on invite tous les étudiants à venir et tous les jeunes surtout, parce que ça coïncide avec la semaine de la jeunesse. C'est l'occasion de dire ou de montrer carrément quel type de jeunesse est-ce que nous sommes, comme disait le professeur Cheikh Anta Diop. Alors c'est l'occasion de montrer, de lancer un message fort que nous sommes une jeunesse qui est consciente, qui veut s'approprier un peu la production intellectuelle du professeur Cheikh Anta Diop pour mieux préparer son avenir. Merci beaucoup, Saliou. Merci, messieurs. Merci, chers auditeurs de e-radio et téléspectateurs de ITV en phase test en ce moment sur le canal 15 de la TNT. Merci à Biran Sissé qui a assuré la mise en onde de ce programme. Merci à Barroso et à Augustin Mandeng à la caméra.
et Saliou Diop, chargé de communication du mouvement Carbone 14. Je suis Cheikh Anta Diop. Ababacar Fall, secrétaire général du groupe de recherche et d'appui Conseil pour la démocratie participative et la bonne gouvernance. Retrouvez Alassane Samba Diop dès dimanche prochain dans l'Air du temps. C'était devant ce micro Khalifa Diakhaté. Bon dimanche à tous. Au revoir.